Alors bonjour, très contente d'être là, très contente de vous rencontrer. Merci beaucoup de participer à cette formation-là. Donc, je m'appelle Élodie et je suis effectivement coordonnatrice du volet hébergement et responsable également du volet formation et de tout ce qui a trait à l'administration des équipes de crise. Donc, la conférence d'aujourd'hui, la présentation d'aujourd'hui a été intitulée Intervenir. On l'a fait à plusieurs reprises. En fait, c'est rien de scientifique. Ce que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est davantage notre expérience, comment nous, on travaille avec les personnes qui se présentent dans nos services. Alors, je viens de l'organisation PECH, Programme d'encadrement clinique et d'hébergement, qui se situe en fait, dans la ville de Québec. C'est un organisme qui a 9 volets de services. Ceux qui nous intéressent principalement là, dans la présentation d'aujourd'hui sont ceux effectivement de l'hébergement et du service de crise. Alors, notre service de crise est un service qui intervient à la demande des policiers de la Ville de Québec ou de la Sûreté du Québec pour les environs de la région, et puis qui intervient avec les policiers à leur demande quand il y a une crise psychosociale ou qu'il y a un aspect au niveau de la santé mentale qui est en jeu. Notre rôle est évidemment d'évaluer la dangerosité de l'individu, d'évaluer la capacité à demeurer dans la communauté et de décider si oui ou non l'application de la loi P38 va avoir lieu. Fait que, petite histoire pour pêche. Donc, ce dont la conférence parle aujourd'hui, c'est comment on a réussi à travailler différemment auprès de notre population, donc auprès des gens qu'on accompagne. On accompagne des personnes qui ont inévitablement une double, voire une triple problématique. Alors, les gens qui sont référés dans nos services sont des personnes qui vivent avec majoritairement une problématique de santé mentale, donc schizophrénie, troubles anxieux à l'occasion, mais principalement troubles de personnalité, troubles psychotiques, et qui ont, au fil des années, accumulé plusieurs problématiques au niveau de la loi, donc des problèmes judiciaires, qui ont une problématique au niveau de la consommation et qui se retrouvent soit en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Donc, c'est principalement les personnes que nous accompagnons. Donc, comment, avec toutes ces problématiques-là, comment on peut réussir à faire différemment? Parce qu'on s'entend que les gens qui viennent dans nos services, ils en ont vu d'autres. On n'est vraiment pas les premiers à intervenir auprès d'eux. Alors, comment on peut essayer de faire autrement, de s'acclimater un petit peu puis de faire avec ce qu'ils sont comme individus? Ça passe évidemment par notre approche clinique, qui est l'approche axée sur les forces. Ça passe par les notions de rétablissement, puis ça passe par différentes réflexions que je vais essayer de vous partager aujourd'hui. Donc, je vais commencer d'abord et avant tout pour qu'on puisse partir sur les mêmes bases par quelques petites statistiques. Ensuite, 2 postures d'intervention, principalement les notions de santé mentale que je vais aborder. C'est vraiment au niveau de la schizophrénie, au niveau des troubles psychotiques et puis au niveau du trouble de la personnalité limite. Force est de constater qu'en général, c'est les 2 diagnostics qui sont les plus populaires dans les différentes formations. Donc, les 2 postures qu'on adopte en intervention de crise avec ces individus qui ont ces problématiques-là. Puis, par la suite, c'est tout l'aspect, justement, des différents concepts qu'on retrouve en intervention, que ce soit moins de 18 ans ou plus de 18 ans. Donc, tout ce qui a trait à est-ce que je suis manipulée? Est-ce que je fais bien de responsabiliser l'individu? Donc, c'est un peu tout ça que je souhaite partager avec vous. Évidemment, on va voir un petit peu là, les notions de crise. Donc, la marginalité. La marginalité, ce n'est pas nécessairement associé à la santé mentale. Alors, on a toujours des individus qui peuvent être marginaux sans toutefois avoir aucune problématique. La personne qui souffre d'un trouble de santé mentale, c'est une personne qui, à la base, est intelligente. Donc, c'est une personne qui a toute sa capacité, mais qui vit des difficultés et des problématiques qui vont faire en sorte que répondre aux critères de la société va devenir plus difficile. On m'avait demandé, j'ai oublié de vous le dire, que la conférence est filmée et que le PowerPoint va être remis là, par Internet, je crois. Donc, pas de stress par rapport à ce qui est au tableau. La personne peut avoir une vie qui est tout à fait normale. Elle peut travailler, elle peut avoir des loisirs. J'ai énormément de gens qui passent par nos services et qui ont un travail à temps plein ou à temps partiel, qui font du bénévolat, qui ont des enfants, qui ont une famille. Donc, ils peuvent tout à fait vivre leur vie à leur manière. 50% des troubles mentaux vont apparaître avant l'âge de 14 ans. C'est pourquoi, de plus en plus, malgré qu'on est un organisme communautaire qui travaille avec les personnes majeures, donc notre principale population, c'est 18 ans et plus,
à cause des différentes statistiques, on s'intéresse de plus en plus, puis on intervient de plus en plus avec les jeunes de 14, 15 ans, aller jusqu'à 18 ans, parce que, bon, de un, on souhaite vraiment que ces gens-là ne reviennent pas dans nos services une fois majeurs, on s'entend. Et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui apparaissent vers l'âge de 15 ans et même parfois avant, notamment les gens qui vivent avec le phénomène d'entente dont on va parler, donc les gens qui entendent des voix. On se rend compte que ça arrive très tôt dans la vie des jeunes. Donc, 14 à 25 des enfants, des adolescents du Canada vont souffrir à un moment ou à un autre d'une problématique en santé mentale. Donc, c'est quand même assez préoccupant, puis c'est pour cette raison-là que de plus en plus, on s'intéresse, puis on travaille en partenariat avec les centres jeunesse, puis avec les policiers, évidemment, pour améliorer nos pratiques avec les jeunes de moins de 18 ans. Alors, on débute. Les voix, c'est la majeure dont on va parler, les troubles délirants et les troubles psychotiques. C'est très haut. Donc, la schizophrénie, la problématique de la schizophrénie et tous les autres troubles psychotiques, on n'en fera pas le détail parce qu'on a 1 heure, ce qui est quand même rapide. Ça va se manifester beaucoup entre 15 et 29 ans. Donc, comme je vous disais, les principaux symptômes vont déjà apparaître quand le jeune n'est pas encore adulte. Donc, les principaux symptômes, plus d'isolement, difficulté à entrer en contact, certaines hallucinations, le phénomène d'entente aussi est vraiment répertorié là, au niveau des jeunes en bas de 18 ans comme se manifestant au début. Toutefois, le phénomène d'entente ou les hallucinations ne sont pas nécessairement associés à la schizophrénie, mais par contre, c'est important de l'adresser puis d'en discuter avec l'individu dès que le phénomène apparaît. Évidemment, la maladie de la schizophrénie et tout, là, les symptômes, il y en a des positifs et il y en a des négatifs. Et dans le fond, la schizophrénie, les troubles psychotiques et les phénomènes d'entente, c'est ce que j'appelle dans le petit laïus de la conférence, c'est ce que j'appelle la première posture. Puis c'est ici que débute un petit peu l'expérience qu'on a voulu faire, puis la tentative de s'adresser correctement aux gens avec qui on intervient. Alors, il y a présence avec les personnes qui ont ces phénomènes-là de symptômes positifs, dont l'entente des voix, mais il y a aussi les idées délirantes, le discours désorganisé, des hallucinations autant visuelles que tactiles. Donc, il y a énormément de gens qu'on accompagne dans ces problématiques-là qui vont avoir des hallucinations tactiles. C'est assez surprenant de voir la quantité de personnes qui en souffrent. Quand on parle d'hallucinations tactiles, ça peut être des simples frôlements. Donc, c'est des gens qui peuvent se faire toucher à répétition, mais ça peut aller jusqu'à des agressions, donc des agressions physiques, des viols. Beaucoup de gens vont rapporter ce type de phénomène-là. Puis là, ici, j'essaye un petit peu de vous mettre dans le bain de la première posture. Donc, on parle de gens qui vivent avec des phénomènes extérieurs que seuls eux perçoivent. Donc, on parle de gens qui sont excessivement souffrants, qui vivent, qui ont l'impression, en fait, de devenir complètement fous, mais qui, à l'opposé, sont très rigides à l'idée qu'ils ne sont pas fous. Et ils ne sont pas fous parce que c'est un phénomène qui, pour eux, est tout à fait réel. Donc, ça se passe pour vrai. Dans les signes et symptômes, comment on peut voir un petit peu les premières hallucinations, on va voir beaucoup les gens qui font des mouvements répétitifs. Donc, j'ai beaucoup de gens, là, de jeunes qui vont avoir des mouvements d'épaule. Donc, des fois, on va associer ça à la consommation, puis c'est là où ça devient complexe parce qu'on cherche, puis ça va venir un petit peu plus tard dans les différents concepts, on cherche à découvrir, ouais, mais est-ce que c'est à cause de la consommation ou si c'est au niveau de la problématique de santé mentale, puis c'est là où on se perd dans un dédale au lieu de s'adresser à la personne puis à ce qu'elle vit. Donc, que la personne fasse des mouvements répétitifs, ait tendance à toujours se frotter. Un autre exemple, on va voir beaucoup de gens qui refusent de prendre leur douche. Donc, au premier abord, quand on travaille avec un individu qui sent mauvais, qui ne se lave pas ses vêtements, notre premier réflexe, c'était tout le temps d'y aller avec vraiment un cadre clair, donc d'exiger que la personne fasse ses soins d'hygiène, alors qu'au fil du temps, on s'est aperçu qu'en fait, on fait simplement perdre le lien avec la personne parce qu'on ne répond pas à son besoin. Qu'est-ce qui fait que la personne a peur de prendre sa douche? On s'entend que c'est l'endroit où on est le plus vulnérable. On est tout nu, avec un savon, du shampoing,
puis une genre de rideau plastique qui nous protège de on ne sait pas trop quoi. Alors, ce que les gens rapportent, c'est qu'ils se sentent excessivement vulnérables, et étant donné qu'ils sont nus, mais il y a là toute la possibilité pour les agressions, pour le phénomène d'entente, d'envahir l'individu dans son intégrité. C'est là où il faut se questionner sur qu'est-ce qui se passe pour la personne, aller plus loin, comprendre, essayer d'en discuter avec elle. D'autres éléments qu'on voit aussi là, au niveau des symptômes, de la schizophrénie, des voix et autres symptômes psychotiques, l'hypersensibilité, donc ça c'est très, très, très présent, des comportements de désorganisation, des comportements catatoniques. Les gens vont avoir beaucoup moins d'affect ou un affect un peu désorganisé, donc on va avoir de la difficulté justement simplement en se regardant à découvrir qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'individu, d'où l'importance de poser énormément de questions puis de jamais présumer d'avance qu'on comprend ce qui se passe, parce que c'est pratiquement impossible. Chaque individu va vivre les problématiques différemment. Au niveau du phénomène d'entente, ce qu'on dit, dans le fond, quand je parle de phénomène d'entente, on disait les entendeurs de voix. C'est beaucoup plus large que simplement les gens qui entendent des voix. Le phénomène d'entente, c'est vraiment toute forme d'agression ou d'hallucination tactile que la personne peut vivre. Il y a même de plus en plus des groupes aussi au niveau des gens qui ont des idées paranoïaques qui se forment pour justement discuter de tout ça. Les interventions à privilégier, puis la première posture à avoir, c'est une posture d'écoute. Donc, si on est avec une personne qui est dans ces types de symptômes-là, la première chose à faire, c'est avoir une solidité en dedans de vous vraiment, vraiment importante. Et ça, en début de parcours pour n'importe quel intervenant, c'est ce qui est le plus difficile à travailler. Puis au quotidien, avec les gens qui travaillent chez nous, c'est la première chose qu'on travaille de façon régulière. Donc, c'est important d'avoir une posture qui est très solide. Plus vous avez un tempérament calme, plus vous avez un tempérament d'écoute, plus les individus vont avoir tendance à venir se déposer à côté de vous. Je dis se déposer parce que comme intervenant, ce qu'on remarquait le plus, c'est que les gens cherchent automatiquement à entrer en contact. Alors que quand on travaille, puis évidemment, moi je vous parle de la population avec laquelle on travaille, donc des gens qui sont en état de crise, qui ont plusieurs symptômes très envahissants. Donc, les gens ne veulent pas nécessairement qu'on entre en contact avec eux. Ce qu'ils veulent, c'est votre solidité, votre stabilité, votre calme, justement pour réussir eux aussi à se déposer et éventuellement, peut-être qu'ils vont accepter de communiquer avec vous, d'échanger, de parler de ce qu'ils vivent. Mais pour ça, il faut une très, très grande écoute, une très grande accueil, peu importe ce que l'individu va vous raconter. Peu importe l'intensité de la souffrance, parce qu'ils peuvent vous raconter des histoires vraiment horribles qu'ils vivent. Donc, on s'entend pour dire qu'ils le vivent réellement. Et donc, nous, ce qu'il faut, c'est être à l'écoute, poser des questions sur le phénomène, sur ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça. On reconnaît ce que la personne ressent. Ce qu'on dit souvent aussi, c'est la seule chose qu'on a en commun avec l'individu, parce qu'on s'entend que les voix, les phénomènes, on ne les entend pas. Mais par contre, on est capable, comme être humain, d'avoir un émotif commun. Donc, en général, ce n'est pas tant de s'adresser aux symptômes ou de s'adresser à, bon, est-ce qu'il prend sa médication, est-ce qu'il consomme, c'est la faute à qui s'il est dans cet état-là. Ce qu'on est capable d'avoir en commun, c'est je comprends à quel point il ne se sent pas bien. Ce qu'il me raconte présentement, les phénomènes qu'il vit, le fait qu'il est agressé sexuellement chaque fois qu'il entre dans sa chambre, le fait qu'il y a des punaises ou des démons qui viennent entrer dans son corps. Je fais juste y penser un petit peu, là, je me sentirais pas bien. Je ne suis pas vous autres, là. Donc, ça, je suis capable d'avoir une relation sur ce phénomène-là, puis l'émotion qui est vécue par rapport aux symptômes. Donc, en général, on essaye le plus possible de s'adresser à ça pour, évidemment, pas tomber dans le piège de, bon, faut que j'y montre que je le crois pas, puis que c'est pas la réalité. Donc là, on tombe dans une intervention beaucoup plus complexe où on a peur de se mettre les pieds dans les plats. Alors, si on s'adresse à l'émotif, mais il y a beaucoup moins de danger, puis on va se comprendre en tant qu'être humain.
Évidemment qu'il faut être clair et honnête parce que la question va vous revenir très souvent. J'en vois qui hochent la tête, hein, la fameuse « Oui, mais est-ce que tu me crois? Oui, mais est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les entends? » Malheureusement, à cette question-là, il faut être honnête, mais il faut toujours rajouter quelque chose après aussi. Non, je ne les entends pas, mais je le sais que toi, tu les entends et je le sais que ça te fait souffrir. Puis je ne trouve pas ça juste que tu aies à vivre ça. Donc, un jeune homme, j'aime bien donner des exemples, un jeune homme, à peine 18 ans, sort des centres jeunesse, il entend énormément de voix et évidemment, c'est des gangs de rue de Montréal qui sont quand même loin, mais qui s'adressent à lui en bande. Donc, les phénomènes de voix viennent rarement avec une seule voix. Ça aussi, il faut le prendre en considération. En général, ils en entendent deux et ça peut aller jusqu'à infini, là. Donc, lui, il en entendait là, 5, 6 des hommes qui l'insultaient, qui l'injuriaient. Et il y avait également un sorcier dans l'histoire qui prenait possession de son corps. Donc, il n'avait jamais accès à sa capacité de se mouvoir comme il voulait. Donc, là, c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait avec ce jeune homme-là, c'est qu'on s'est adressé justement au fait que c'était injuste. C'est pas juste que tu sois constamment privé de ton droit de bouger dans ton propre corps. C'est pas juste et c'est pas vrai ce que le phénomène te dit. Hein, le fait que tu es un trou de cul, un moins que rien, que tu n'iras jamais nulle part dans la vie, ben moi, je suis pas d'accord. Et tu devrais pas être d'accord avec ça. Fait que je suis pas en train de ne pas être honnête et de ne pas être clair sur le fait que ce phénomène-là ne m'envahit pas. Mais par contre, je suis très ferme et claire sur le fait que dans mes valeurs et que je suis convaincue que dans les valeurs de ce jeune-là, c'est pas normal qu'on vive ce genre de dénigrement-là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut partager en tant qu'être humain. Sinon, bien, les questions à poser, c'est tout le phénomène d'entente. Quand je dis s'intéresser à l'individu, être en écoute, en accueil inconditionnel, tu en entends combien de voix? Elles sont qui, ces personnes-là, si ce sont des personnes? Donc, on peut demander justement, est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles sont dans notre monde physique? Ou bien c'est des gens dans un monde métaphysique? Parce que vous allez avoir des sorciers, vous allez avoir des démons, vous allez avoir toutes sortes d'esprits, mais vous pouvez aussi, la personne peut aussi vous parler de gens qui sont dans le monde physique. Donc, elle peut vous parler de sa mère, elle peut vous parler de vous-même. Donc, quand on parle d'accueil, de se faire dire par la personne qui est en avant de nous, ben écoute, moi je n'entends beaucoup de voix, mais là, récemment, c'est toi qui n'arrêtes pas de me parler. Puis tu me dis que je suis un pas bon puis un trou de cul. Comme intervenant, recevoir ça, on a beau dire à l'individu, ben c'est impossible, jamais je dirais ça, n'empêche que ça demeure réel pour l'individu. Donc, encore une fois, au niveau de l'émotif, tu me connais depuis combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? À quel moment tu te souviens que devant toi, j'ai mentionné des mots aussi durs? Penses-tu vraiment que c'est ce que je pense? On peut s'adresser aussi aux valeurs de la personne puis aux liens qu'on a établis ensemble. Donc, est-ce que tu crois que je mettrais autant d'efforts auprès de toi? Est-ce que tu penses que je serais ici aujourd'hui si dans ma tête, j'avais ce genre de pensée-là? Puis là, après ça, bien, on laisse la personne faire le travail. Donc, au niveau de ce phénomène-là, puis dans cette posture-là, il faut donner le moins de solutions possible, puis il faut amener la personne le moins possible vers un chemin qu'on a décidé comme intervenant. Donc, il faut que la personne cogite, réfléchisse. Et le jour où ce que les voix disent ne feront plus sens pour la personne, c'est ce jour-là qu'elle va être capable de reprendre du pouvoir sur sa vie, mais surtout sur le phénomène vécu. Donc, le jour où elle va entendre ma voix lui dire des propos dénigrants, puis qu'elle va faire « non, non, ça se peut pas ». Là, elle va être capable de s'adresser à ses voix, puis c'est là qu'on entre dans les techniques. Elle va être capable de s'adresser à ses voix, puis de dire « je te crois pas ». Je ne sais pas t'es qui, mais tu n'as pas la bonne voix. Et je sais que mon intervenante, je sais que ma mère, je sais que mon frère, jamais ils n'utiliseraient des mots comme ça. On essaye aussi, évidemment, de découvrir leur identité. On essaye aussi de découvrir est-ce que c'est positif ou négatif parce que beaucoup de gens, quand on parle d'arrêt de médication, c'est très facile de dire à l'individu « ouais, mais tu sais que c'est important, il faut que tu apprennes ».
parfois, il arrive un phénomène que les voix vont entièrement disparaître dû à la médication. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent avec le phénomène et qui ont des voix très positives. Donc, j'ai des gens qui ont une voix qui est le calendrier. Donc, ils leur rappellent leur rendez-vous, ils leur disent à quelle heure ils doivent manger, ils leur disent à quelle heure ils doivent prendre leur douche. Donc, ils leur rappellent toute la structure de leur journée. J'ai des gens qui entendent des voix, puis phénomène d'entente, qui entendent de la musique relaxante, musique zen. J'ai des gens qui ont des odeurs aussi très positives. Donc, quand ils viennent qu'à perdre ces voix-là, donc ce phénomène-là, ils se sentent seuls, puis ils se sentent perdus, puis ils se sentent démunis, ce qui fait que oui, ils vont arrêter la médication. Puis il y en a beaucoup qui entendent les deux, donc du négatif et du positif, mais tant qu'à ne pas entendre personne, ils aiment mieux vivre avec le négatif plutôt que de ne plus avoir accès au phénomène positif. C'est encore une fois là où chaque individu est différent, puis il faut prendre le temps de bien comprendre la réalité de la personne si après on veut s'adresser aux comportements qui sont dérangeants ou qui sont à éviter. Différentes stratégies, donc qui sont quand même relativement connues. Hein. On parle de mettre des écouteurs. Ça peut être, oui, pour écouter de la musique. Il y en a beaucoup qui vont simplement mettre des écouteurs. Donc, juste l'espèce de pas de son va beaucoup les aider à reprendre le contrôle sur leur voix. Mettre 1 ou 2 bouchons. Donc, beaucoup de stratégies passent par les oreilles, mais c'est sûr qu'au long cours, pour travailler avec le phénomène d'entente, ce qu'il faut, c'est que la personne puisse reprendre du pouvoir sur les voix, qu'elle puisse accepter que ce phénomène-là est extérieur à elle et que elle n'a pas à en être victime. Donc, c'est très difficile, mais il faut éventuellement accompagner la personne vers la capacité à dire stop aux voix ou à exiger que les voix arrêtent de la critiquer ou arrêtent de lui faire du mal. Donc, qu'elle reprenne possession de son soi. Il faut rester ouvert et à l'écoute du sens que la personne donne à ses voix parce que, je l'ai dit un peu plus tôt, mais l'idéal, c'est qu'on ne propose pas de stratégie. En général, quand on propose des stratégies, elles peuvent fonctionner. Malheureusement, en général, elles ne fonctionneront pas à pleine efficacité parce qu'elles viennent de nous. Il faut que la personne découvre ses propres solutions. Puis c'est là où il faut être hyper ouvert puis créatif parce que la personne peut vous arriver avec un paquet de stratégies bien étranges. Bon, vous avez certainement déjà vu des gens parler de mettre de l'aluminium, de couvrir certains ventilateurs, donc de mettre des couvertures, de mettre des stores. C'est sûr qu'en état de crise, quand les policiers interviennent puis que là, la maison est barricadée, on est ailleurs. Là, mais n'empêche qu'il y a certaines stratégies qui viennent de la personne et qui sont hyper efficaces. Fait que plus j'en apprends sur l'individu, plus j'en apprends sur le métaphysique du phénomène d'entente, plus je vais être à même de l'accompagner vers une stratégie qui, pour elle, va être efficace. Si on parle davantage de délire, c'est un peu le même principe, en fait, parce que c'est une conviction qui est absolue. Donc, oui, elle est erronée, oui, elle est figée, mais elle est vécue comme une réalité. Donc, ça, c'est hyper important pour nous de bien adresser ce message-là. Et souvent, ça a une grande signification personnelle ou universelle pour la personne. Pardon. La conviction est irréductible par la logique et l'expérience, souvent extraordinaire et implicitement impossible. Et très important, la personne peut être très délirante, mais très fonctionnelle également. Fait que dans l'intervention puis, de crise ou dans l'intervention psychosociale, il faut se questionner à savoir, est-ce que je m'adresse à ce délire-là? Est-ce qu'il cause problème actuellement? Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose ou est-ce que la personne a besoin ou veut faire quelque chose par rapport à ses idées délirantes? Parce qu'il y en a beaucoup que le délire va prendre une petite place, mais ça ne causera pas de problème, puis elle va être très capable de fonctionner malgré ces idées-là. Donc, choisir ses combats. Les interventions à privilégier, donc dans la première posture qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus lente, beaucoup plus posée. Y a-t-il plusieurs? Oui, OK. Évidemment, on diminue les stimuli.
Hein, on est déjà une quinzaine là, dans la tête de la personne. Si en plus, il y a la télé, la radio, le ventilateur, les policiers, les ambulanciers, la mère, le père, le chien, ça fait vraiment trop de monde. On essaie le plus possible de limiter les individus qui s'adressent à elle, les individus qui sont auprès d'elle pour qu'il y ait une seule et même énergie auprès de la personne, donc de calme, d'accueil, d'écoute. On s'identifie, évidemment, donc comme dans n'importe quelle intervention de crise, on rappelle notre rôle. Voici ce que je peux faire pour toi aujourd'hui. Voici ce que j'ai envie qu'on discute aujourd'hui. On établit un contact qui est sécuritaire, donc l'environnement doit être sécuritaire également. On ne s'adresse pas directement aux idées délirantes, mais on s'adresse à la personne. Je suis ici parce que j'ai envie d'apprendre à te connaître. J'ai envie de savoir ce qui se passe. Tu as l'air troublé. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses qui bougent dans ta tête. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à t'apaiser, à te calmer? De quoi tu as besoin actuellement? Donc, même si la personne me raconte que la mafia est après elle, qu'elle est complètement affolée, apeurée, qu'elle a besoin d'aide, qu'il faut absolument que les policiers fassent quelque chose, qu'ils ne veulent pas prendre sa plainte, moi, ici, maintenant, je ne peux rien faire contre ça. Mais ce que je vois, c'est que tu as peur, tu as l'air terrorisé. Puis là, tu me dis que ça fait des jours que tu n'as pas dormi, des jours que tu n'as pas mangé. Je trouve ça épouvantable. Ça me préoccupe vraiment pour ta santé. Hein? C'est impossible pour toi de te défendre contre tout ce mal-là qui t'habite sans avoir de l'énergie. Il faut qu'on trouve une stratégie pour que tu te remettes sur pied, que tu sois plus détendu et plus calme. Donc, je vais m'adresser encore une fois à l'être humain puis sur comment on peut t'aider pour reprendre le contrôle. En cours de route, on peut semer le doute quant à la réalité. Si moindrement, on a un petit levier pour justement que la personne fasse « Oups, un peu, là, il manque de sens dans cette histoire-là, là, je ne comprends pas, je ne suis pas sûre », mais on utilise tout de suite ce levier-là pour faire un retour vers les aspects de la réalité. Donc, sans lui dire qu'elle n'a pas raison, ce qu'on veut, c'est qu'elle dise « Ouais, non, ça ne marche plus. Il y a quelqu'un quelque part qui ment. » Puis notre but, c'est que ce soit les voix qui mentent. Évidemment que si c'est un délire mystique, on est ailleurs. Donc, il faut d'abord et avant tout vérifier la mission. Ce que je dis tout le temps, c'est les gens qui ont pour mission de nettoyer la planète Terre et de ramasser tous les déchets pour faire du compost et du recyclage. Super, aucun problème, on continue comme ça. Par contre, si la personne a pour mission de nettoyer la Terre de tous les personnes qui ont des idées mesquines envers les enfants ou là, on est dans le flou, on est dans le vague, c'est un peu plus préoccupant, on a besoin de clarifier. On identifie les conséquences possibles et on amène la personne à consulter un médecin. Ici, on parle davantage là, au niveau de l'intervention de crise. Une fois que l'évaluation est faite, qu'on sait un petit peu plus à qui on s'adresse, bien, on va essayer d'amener la personne à prendre des décisions. Puis là, bien, si ce que tu me dis, c'est très préoccupant, et puis que je ne suis pas tout à fait d'accord, puis que j'ai des craintes par rapport à ce qui va se passer dans les prochains temps, mais je vais être obligée de t'expliquer mon rôle puis ce qui va se passer. Parce que là, présentement, soit tu es sur le point d'être judiciarisé, hein, parce que je comprends que tu le fais pour te défendre, mais ce que tu fais actuellement, c'est un crime hein, dans notre société. On ne peut pas accepter cette forme de violence-là. Voici ce qui va arriver si on continue sur ce chemin-là. Bon. On passe au suivant. Trouble de personnalité limite. Ici, c'est ce que j'appelle la deuxième posture. Donc là, en intervention de crise ou en intervention régulière avec les gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité limite, je vais avoir une posture beaucoup moins détendue, mais pas une attitude non plus confrontante. Hein? Pas une attitude de c'est moi le boss, puis t'écoutes, puis c'est tout. Donc, c'est souvent l'erreur qu'on fait, qu'on a vu qu'on faisait dans nos contacts avec les personnes qui ont ce trouble de personnalité-là. Au niveau du trouble de la personnalité des moins de 18 ans, on peut quand même diagnostiquer depuis un certain temps les troubles de personnalité limite, puis on voit de plus en plus les critères diagnostiques qui arrivent au niveau de moins de 18 ans. Par contre, il faut vraiment que les critères diagnostiques soient là depuis au moins 1 an avant qu'on puisse en arriver à un diagnostic, mais je voulais quand même vous faire vous donner un peu d'informations. Donc, grosso modo, la personne qui vit avec le trouble de personnalité limite, ce qu'il faut se rappeler, c'est que
la personne vit avec une immense souffrance et une peur phénoménale d'être abandonnée. Donc, peu importe ce que vous faites, peu importe, pas vous personnellement, mais peu importe ce qui est fait, l'individu a la crainte d'être abandonné et quitte à être abandonné, elle va préférer abandonner les autres. Son mode de relation interpersonnelle est particulièrement instable et particulièrement intense. Donc, il ne faut pas s'en surprendre. Il y a une instabilité marquée et persistante au niveau de l'image de soi et de la notion de soi. Donc, il y a beaucoup d'impulsivité, puis il y a beaucoup d'impulsivité aussi au niveau des pensées que la personne va avoir, donc sur sa vision d'elle-même, sur sa vision de l'autre, sur la confiance à l'autre. Beaucoup de colère intense et inappropriée, répétition de menaces suicidaires, automutilation, un sentiment chronique de vide. Donc, je pense que tout ça doit certainement vous rappeler les personnes que vous accompagnez qui vivent avec ce trouble-là. Au niveau de l'adolescence, les indices qu'on s'en va vers un trouble de la personnalité limite, on va être beaucoup dans des gens qui, les difficultés ont débuté très tôt dans l'enfance, qui a une altération vraiment importante au niveau du comportement puis du fonctionnement, donc de sa capacité à fonctionner, une grande prise de risque. Donc, on n'est pas juste dans, c'est l'adolescence, on essaie des affaires, donc on est dans du risque vraiment plus prononcé. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'on va voir beaucoup de renoncement à ses propres valeurs. Donc, autant dans la première posture, je vous disais avec les gens qui ont des troubles psychotiques, les valeurs fondamentales de l'individu sont très importantes, puis vont faire changer sa perspective face au phénomène. Ici, on va voir davantage au niveau de l'adolescent qu'ils vont enfreindre leurs propres valeurs. Ils ont une grande sensibilité au rejet, de l'automutilation persistante dans certains cas, beaucoup de conflits avec les parents qui peuvent même dégénérer au niveau d'agression envers les parents ou envers les proches. Une grande paralysie, beaucoup d'indécision, une dépendance excessive aussi aux parents ou aux proches. Et évidemment, on va vraiment voir beaucoup de troubles concomitants. Donc, la consommation risque d'être très présente. C'est aussi vrai au début quand les gens vivent avec les troubles psychotiques. Il va y avoir énormément de troubles concomitants. Donc, la consommation va beaucoup entrer dans le portrait justement pour diminuer les symptômes. Donc, s'automédicamenter, c'est pas rare qu'on entend les gens dire, c'est malheureux, mais que les amphétamines et le cannabis vont diminuer leurs symptômes. Ce qu'on sait, c'est qu'une fois que le buzz est passé, ça va avoir une grande recrudescence au niveau des symptômes. Mais souvent, ce que les gens vont nommer, c'est « je suis prêt à vivre les conséquences juste pour avoir la paix pendant 20 minutes ». Donc, au niveau de la posture, avec les gens qui souffrent d'un trouble de la personnalité limite, je suis en train de reculer. Okay. La posture, c'est de faire la distinction. Donc, encore une fois, ce n'est rien de scientifique, c'est ce que nous, on a décelé dans notre pratique. C'est de réussir comme intervenant à faire la distinction entre l'affrontement et la confrontation. Quand quelqu'un vit avec le trouble de la personnalité limite, qui est beaucoup en état de crise, qui vit des situations très difficiles, lui, la personne, va davantage vouloir être en affrontement. Elle va vouloir créer une réaction, elle va vouloir... Puis là, quand je dis « elle va vouloir », là, on s'entend que ce n'est pas conscient, parce que là, on arrive avec la manipulation bientôt. Là. Elle ne se dit pas un bon matin « check bien ça, m'a la faire chier, ça va être drôle ». Non, on n'est pas là-dedans, on est dans quelqu'un qui souffre énormément, et ça, je le répète, c'est important parce qu'il faut s'en rappeler quand on est en intervention. Donc, la personne va instinctivement, par mécanisme de défense, chercher l'affrontement. Donc, une relation autoritaire, elle va vouloir attaquer ou se défendre. Donc, chaque propos qu'on va lui tenir, elle va le voir, la personne va le voir comme une attaque personnelle. Donc, elle va constamment être dans la justification. Ce qu'il faut, c'est que nous, quand on est en intervention avec la personne, on réussisse à ne pas passer vers l'affrontement et à demeurer dans la confrontation. Donc, à la recherche de points communs entre nos deux discours. Ce que je veux, c'est que la personne se responsabilise, comprenne qu'on a une relation égalitaire, que je ne suis pas là pour lui dire quoi faire, mais que dans la vie ou dans l'organisation où elle est présentement, il y a des limites. Et que malheureusement, elle est sur le point de franchir ces limites-là et que les conséquences vont être, selon vos organisations, telle ou telle conséquence.
On cherche un intérêt, une réceptivité. On veut que le message qui est passé soit entendu, mais pour que le mien soit entendu, bien, il faut que je laisse la place à l'individu pour exprimer son message. On se rappelle, j'ai un trouble de si je vis avec le trouble de personnalité limite, j'ai clairement quelque chose à dire si présentement je suis en état de crise. Donc, il faut que je sois en mesure d'aider la personne à m'exprimer clairement son besoin. Hein, parce que son besoin, c'est certainement pas, et là, excusez mon langage vulgaire, tu es une crise de chienne, ma tabarnak, tu as intérêt à décalisser parce que mon point, tu vas l'avoir d'en face. Il n'y a pas de message, bon, à part quitter la pièce, là, mais ça, en général, ce n'est pas vraiment dans les possibilités. Donc, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qui se passe? Ici, maintenant, on en est où pour que tu sois dans cet état d'esprit-là? Et moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Si tu me dis que la seule chose que je peux faire ici, maintenant, c'est quitter, dans le contexte où j'interviens en situation de crise avec les policiers, bien, il n'y en a pas de problème. Je peux quitter. Par contre, présentement, tu es en infraction, tu vas être amené au poste de police, tu vas devoir passer devant le juge demain. Laquelle des deux options te plaît davantage? Je suis d'accord pour te parler un petit peu, mais je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Oh, on est déjà ailleurs, ça me vient, ça me va. Donc, on a un intérêt commun qui est ne pas passer la nuit au poste, ne pas passer devant le juge, ne pas retourner en prison. Travaillons là-dessus, puis voyons où ça nous mène. La recherche d'un compromis, le dialogue, la clarification, la compréhension. Il faut évidemment, c'est pour ça que je disais, la deuxième posture, elle est beaucoup plus rigide, mais elle est quand même accueillante. Donc, on n'est pas, encore une fois, je ne suis pas en train de lui dire quoi faire, mais je suis très claire, mes phrases sont courtes, on n'a pas beaucoup d'options, voici ceux qui sont sur la table, tu fais quoi avec ça? Donc, rigueur et souplesse, on est dans de la négociation, de la résolution de conflits. Et ce qu'on veut, c'est que la personne puisse se responsabiliser par rapport à tout ça, contribuer à la situation de façon efficace, mais sans toutefois tomber dans l'idée préconçue que les gens savent ce que c'est la responsabilisation. Donc, c'est les prochains points que je vais aborder avec vous. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a facilement ces mots-là à la bouche. Là, il va falloir que tu te responsabilises. Hein? Ça fait 4 fois que je te le dis. Fait que tu fais tes affaires, sinon tu vis avec les conséquences. Alors ici, dans mon message, je me responsabilise par rapport à quoi? Je fais face à quelles conséquences? Puis je suis censée faire quoi, moi, pour que tu juges que je me suis responsabilisée? Donc, parfois, on a tendance à aller un peu trop vite dans les propos qu'on tient. Au niveau de l'intervention de crise avec les personnes qui vivent avec le trouble de personnalité limite, grosso modo, on reste constamment dans le ici-maintenant, malgré qu'en intervention, ils vont vouloir vous amener ailleurs. Hein, ils vont vouloir vous amener dans le passé, ils vont vouloir vous exprimer toute la souffrance qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est triste, mais on ne peut pas changer ça. Puis on a très peu de pouvoir sur cette immense souffrance-là, à part aller se baigner dedans, ressortir aussi magané que l'individu qui est en avant de nous, ce qui ne sera vraiment pas une bonne option. Donc, ici, maintenant, je peux faire quoi? On clarifie la situation, on reste calme, même quand il y a des menaces d'acting out, même quand il y a des propos très mesquins à notre égard, même quand la personne cherche à nous provoquer. Si moi, je reste calme, si moi, je reste claire sur les limites établies, j'ai beaucoup plus de chances que la situation se résorbe. Distinguer les bons mécanismes des mauvais mécanismes, ça, c'est une fois la crise résorbée, on s'entend. Être constant et cohérent, ça c'est ce qui est le plus difficile, surtout si vous avez des grosses équipes, mais il faut absolument trouver une stratégie pour que le message soit toujours le même, que les limites soient toujours les mêmes. Grosso modo, ce qu'on a trouvé comme stratégie pour notre part, c'est vraiment d'y aller avec la mission de l'organisation. Fait que mon mandat, c'est quoi? Puis si je ne veux pas outrepasser mon mandat, qu'est-ce que je peux faire? Donner des explications, être actif auprès de la personne, être mobilisé. Puis évidemment, bien, on tente d'éviter l'hospitalisation à tout prix, mais s'il y a vraiment une dangerosité, bien. Alors, les différents concepts qui nous restent à voir. Donc, je veux qu'on parle de manipulation, du cadre, d'être honnête avec les personnes et de la fameuse responsabilisation. Donc, c'est vraiment des thèmes qu'on a détaillés au fil
au fil des années dans notre pratique, parce que c'est des thèmes qui sont récurrents. Comme intervenant, on est tout le temps en train de se poser ces questions-là. En tout cas, je l'espère, parce que sinon on est les seuls, puis ça va pas bien. Mais grosso modo, c'est ce qui entraîne tout le temps un changement dans nos interventions et donc moins de cohérence. La fameuse manipulation. Donc, vous avez des définitions de ce que pourrait être la manipulation et à l'opposé de ce que pourrait être le favoritisme. Parce que dans nos équipes, souvent, on va aussi se demander « Ouais, mais là, c'est pas juste, là, si je le fais pour elle, je le fais pas pour les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ça va se passer? » Donc, au niveau de la manipulation, dans le fond, ce qu'on a remarqué puis ce qu'on essaie de changer, c'est que ça ne sert à rien, justement, de se poser la question à savoir s'il y a ou pas manipulation, tout comme ça ne sert à rien de savoir s'il y a ou pas consommation dans la situation actuelle. On travaille avec la personne, on travaille avec ce qu'elle nous dit. Puis, quand on parle d'honnêteté, de transparence, c'est de l'informer, la personne, que moi, je vais travailler avec ce que tu me dis. Je ne suis pas dans ta tête, je ne suis pas dans ton cœur, je ne sais pas ce qui se passe réellement. Les infos que tu me donnes, c'est avec ça que je travaille. Si ce n'est pas la vérité, on travaille dans le vide. Puis, c'est pas grave, moi, je suis là quand même. C'est juste que ça va être vraiment plus long, vraiment plus souffrant pour toi. Donc, on se rappelle aussi, quand le mot manipulation nous vient à l'esprit, on se rappelle aussi qu'en santé mentale, c'est tout à fait normal qu'il y ait un phénomène de porte tournante, surtout quand on parle de troubles concomitants. Le rétablissement de l'individu, ce n'est pas linéaire. Il va inévitablement y avoir des moments où la personne va être moins bien et elle va reprendre certains comportements qu'on pensait qui n'étaient plus là. Donc, ça aussi, ça nous amène à faire comme, ben voyons, elle ne le faisait plus, ça. Non, elle essaie de nous manipuler, elle veut obtenir quelque chose. Donc là, elle fait semblant qu'elle entend des voix ou elle fait semblant qu'elle a des idées suicidaires. Peut-être. Il y a quand même un message ici, maintenant, puis c'est celui-là qu'il faut, c'est à celui-là, ce message-là, que je dois m'adresser. Donc, encore une fois, on perd du temps à se poser la question sur ce qui se passe, alors que l'individu, c'est sa façon de communiquer. Donc, on fait quoi avec ça, puis on s'en va où avec ça? Donc, les principaux pièges de tout le temps revenir à cette question-là, de savoir est-ce qu'elle nous manipule ou pas, l'individu, qu'on a remarqué, c'est, en fait, on devient des enquêteurs professionnels. Fait qu'on cherche des pistes. Et un peu comme les gens qui vivent avec des troubles psychotiques, on devient capable de voir des affaires qui n'existent pas vraiment, puis de faire des liens qui peut-être ne sont pas vraiment réels. Et là, on est dans notre tête. Et là, on crée des scénarios, puis tout ce qu'on dit aux individus qui vivent avec les problématiques de santé mentale qu'il ne faut pas qu'ils fassent, bien, nous, on le fait parce qu'on veut savoir s'il y a de la manipulation ou pas. Donc, si la personne sort de la maison de façon plus régulière, oh, ça y est, OK, ouais, elle prépare un coup. Si elle nous demande des billets d'autobus ou de l'argent, ah ouais, c'est ça, elle me teste, je suis nouvelle sur le plancher, elle me teste. Non, elle a juste besoin d'aller à son rendez-vous. Hein? Donc, on se crée un petit peu des scénarios. Ensuite de ça, c'est qu'on tombe aussi dans la recherche de la vérité absolue. Hein? On a ce fameux procédé-là dans nous de vouloir tout savoir. Puis que si on ne sait pas tout, on ne peut pas travailler. Alors que l'individu est dans notre vie depuis peu et va probablement rester dans notre vie peu de temps. Hein? Donc, parce qu'il va y avoir des congés maladie, des congés maternité, parce que l'individu va changer de quartier, de région. Donc, jamais on aura toute l'information. On travaille avec l'information que la personne veut bien nous donner ici, maintenant. Dans 2 semaines, elle va peut-être nous en donner plus. Dans 3 semaines, elle va peut-être nous en donner moins. Mais ce que j'ai comme information actuellement, il faut que j'arrive à travailler avec ça. Donc, ça ne sert à rien de chercher la vérité absolue, le fondement profond de ces raisons de pourquoi elle se sent comme ça. De toute façon, demain, ils vont sûrement changer. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Puis si c'était possible de tout savoir, puis de savoir exactement si elle nous manipule ou non, la question qu'on se pose, nous autres, c'est, ça va me servir à quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus ou de moins? Si je le sais qu'elle m'a menti, la personne, puis qu'elle m'a manipulé, à part y dire « Hey, c'était vraiment pas cool, hein? » Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? Je vais devoir m'adresser quand même au mécanisme de protection. Donc, elle a fait ce comportement-là pour une raison, hein, pour obtenir quelque chose, très certainement. Donc, je vais en revenir au même point.
Puis il ne faut pas non plus oublier, avec les gens qui vivent avec le trouble de personnalité limite, mais tous les gens qui vivent avec beaucoup de troubles concomitants, ils ont appris à survivre. Ils ont fait un chemin dans la vie, un parcours dans la vie, puis on dit souvent de leur force que ce sont des gens extrêmement débrouillards. La manipulation fait partie de la débrouillardise. On est tous, fondamentalement, un petit peu manipulateurs quand on veut un petit quelque chose. Alors, c'est le même mécanisme. Alors, il faut arrêter de voir ça comme le démon. C'est tout à fait sain, c'est tout à fait normal d'essayer d'obtenir ce qu'on veut. Sinon, dans les pistes de solutions qu'on a mis en place par rapport à ce questionnement-là, c'est de se donner le droit comme équipe, de se donner le droit d'avoir peur d'être manipulé, de se donner le droit d'être usé aussi. Quand on vit avec des personnes qui ont multiproblématiques, qui sont constamment dans des crises, dans des sentiments d'urgence, on a le droit, une fois de temps en temps, de faire comme « OK, là, je pense qu'on va prendre un break. Hein, je pense que là, je suis pas mal toute pognée en dedans, puis à part être fâchée contre toi, je ne suis pas capable d'aller ailleurs. » Donc, de se donner le droit de changer ou d'offrir un support différent, de se donner le droit aussi de nommer le sentiment d'impuissance. Là, bien, on est beaucoup dans l'usure de compassion ces temps-ci, hein, beaucoup de gens en parlent. Bien, effectivement, que ça fait un bon lien avec ce qu'on dit ici, donc d'accepter que là, je ne peux plus rien faire, j'ai plus d'idées, je dois m'adresser à quelqu'un d'autre. Donc, grosso modo, c'est le petit dessin que j'ai effectué pour représenter ce que nous, on fait comme cadre. Dans le fond, dans tout ça, la question qu'on se pose toujours, c'est qui est la personne? Où elle en est dans son parcours de rétablissement? Où elle en est dans son parcours de vie? Donc, elle vient de où? Elle est qui? Est-ce qu'elle est dangereuse? Puis, quels sont les impacts sur le groupe? Alors, chaque individu, on va la regarder dans ce sens-là. Et puis, tout le reste, ça va être la zone grise. Je ne sais pas comment je vais réagir, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui offrir, mais je vais m'adresser à ce qui va arriver. Donc, grosso modo, c'est ça. Pour terminer, dans le fond, au niveau de la responsabilisation, la fameuse responsabilisation, j'en ai quand même beaucoup parlé au cours des interventions à privilégier, mais grosso modo, on ne peut pas responsabiliser quelqu'un qui n'a pas les compétences pour effectuer les choses par lui-même. C'est le sens même de la responsabilisation. C'est l'apprentissage d'une reprise de pouvoir sur sa vie. Donc, c'est à faire attention avec les populations qui vivent avec des multiproblématiques. On l'a vu, les problématiques commencent très jeunes et ils n'ont pas accès au même parcours que n'importe quel autre individu de la communauté a accès. On va au cégep, on va à l'université, on va dans des parties, on va dans des milieux de travail juste pour payer nos études. Donc, on acquiert plusieurs façons d'entrer en contact, plusieurs visions de ce que c'est que la vie, ce que nos populations n'ont pas nécessairement eu accès. Donc, ils n'ont pas la même capacité à voir où ils peuvent se responsabiliser et dans quel domaine. Fait que ce qu'on dit tout le temps dans les pistes de solutions, c'est avant de demander à un individu de se responsabiliser, fais au moins le pas de faire avec elle ce que tu veux qu'elle fasse. Pour minimalement avoir une lecture claire de est-ce que la personne est en mesure de le faire. Cherche un logement, tu sais que c'est ça que tu as à faire, responsabilise-toi, sinon tu vas à la rue. Oups, je m'assois avec elle, elle appelle le propriétaire, ça sonne 2 coups, elle raccroche. Il ne répond pas. OK, on va chercher longtemps. Hein? Donc, c'est important de ne pas prendre pour acquis que l'individu est en mesure de faire les choses. Donc, au niveau de la responsabilisation, le défi, c'est d'avoir le doigté pour discuter encore une fois avec la personne, pour apprendre à la connaître, voir elle est à quel stade de son rétablissement, elle est dans quelle perspective, c'est quoi ses acquis, qu'est-ce qu'elle a dans sa vie qui l'ont amenée à être ce qu'elle est, sont où ses forces, ses aptitudes, ses compétences, puis qu'est-ce qui fait que les autres éléments ne sont plus des compétences, qu'est-ce qui fait qu'elle est tout le temps dans une porte tournante au niveau des logements, qu'elle perd ses chambres, qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas capable de respecter un budget. Donc, je ne peux pas la responsabiliser par rapport à sa consommation, parce que moi, comme intervenant, je sais très bien que c'est ça qui prend tout le budget. La consommation est là pour une raison.
Et donc, elle juge que consommer est plus important que payer un logement. Pourquoi? Une fois que je le sais, j'ai plus de capacité pour agir avec la personne là-dessus. Grosso modo, ça ferait le tour. Donc, c'est très bref, 1 heure. J'espère que ça a été intéressant. J'espère que ça vous a suscité quelques petites réflexions. C'était vraiment juste ça l'objectif, que vous puissiez par la suite discuter de tout ça avec vos milieux puis avec les gens avec qui vous intervenez.